Ancien président du SNOF, créateur de Nozo, Liste SNOF, du RNO et pionnier du travail aidé, je reçois aujourd'hui une légende de l'ophtalmologie française, le docteur Jean-Bernard Rottier. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'expert. Aujourd'hui, nous allons découvrir les nombreuses réalisations du docteur Rottier, notamment l'histoire du travail aidé avec des orthoptistes. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse regarder l'interview enregistrée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Docteur Rottier, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui parce que en préparant cette interview, je savais que vous étiez un grand monsieur, l'ophtalmologie évidemment, mais il y avait plein de choses que je ne savais pas et dont on va parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour respecter un peu la tradition, je vais vous laisser vous présenter rapidement et puis ensuite on reviendra sur chacune de vos réalisations. Bon, grand monsieur, je ne sais pas, hein, je suis un petit ophtalmo. J'ai été ophtalmo libéral pendant 35 ans. Maintenant, je m'occupe, comme vous le savez peut-être, de Mayotte. On m'a donné la mission de réorganiser l'offre de soins oculaires à Mayotte. Donc ça m'occupe à temps plein et ça me passionne. D'accord, très bien. Alors du coup, vous l'avez dit, hein, ophtalmo depuis 35 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez choisi l'ophtalmo plutôt qu'autre chose? Alors en fait, c'est un concours de circonstances. J'étais interne de périphérie à Orléans. Et puis, comme vous le savez, tous les 6 mois, les internes choisissent des lieux de stage. Et par hasard, un confrère, le docteur Leloc, qui est venu me voir en me disant ça t'intéresserait pas de faire ophtalmo? J'ai dit pourquoi pas. Et après, je suis rentré dans le moule, on va dire. Et je ne regrette pas le choix que j'ai fait à cette époque-là. D'accord, très bien. Alors du coup, vous avez fondé un GIE, Ophtamen. Je crois que vous avez 5 sites. Est-ce qu'on parle de centre secondaire, de PAO? Voilà. Alors en fait, bon, ça c'est une actualité assez récente, hein, puisque c'est en 2019 avec des nouveaux associés, des jeunes associés, qu'on demandait de les aider à créer des postes avancés d'ophtalmo. C'était une vieille idée que j'avais et je ne croyais pas d'ailleurs que c'était possible vraiment de la réaliser, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour monter des satellites comme ça du centre principal. En fait, ça reprenait un peu l'idée du professeur Muren, hein, c'est-à-dire le protocole Muren. À distance, il y a une structure avec des orthoptistes qui accueillent des patients. Dans le protocole Muren, les patients sont sélectionnés entre 6 et 50 ans. Et dans les PAO, fort de ce que j'avais fait dans le site principal, on avait décidé d'accepter tout le monde et de gérer en téléexpertise les patients. Donc le principe, c'est des installations en zone rurale ou semi-rurale, si possible, où en fait un endroit où il y avait des ophtalmos qui sont partis en retraite. C'était le cas du premier site à Montval-sur-Loire. Il y avait 2 ophtalmos qui sont partis en retraite. Donc il y avait une population qui était là un peu sans orpheline d'ophtalmo, on va dire, hein. Et donc on a monté ce centre et avec une secrétaire et une orthoptiste. Et l'un de nous s'y rend une fois par semaine. Donc ça, c'est un système qui marche très bien. Alors, je sais qu'il était un peu décrié, mais enfin, on a une grande expérience de ce système. Actuellement, il y a 5 centres. Enfin, il y a on est à 4 centres, on vient juste de passer à 5. Et l'année 2021, on avait vu dans ce système-là 37 000 patients. Donc, vous voyez que c'est conséquent. Et les expériences qu'on a eues de ce système, c'est que, en fait, les patients des zones rurales ne se déplacent pas dans les grandes métropoles pour aller faire examiner leurs yeux. Même quand on leur dit qu'il y a des examens à faire, beaucoup ne peuvent pas se déplacer. Il y a des personnes âgées qui ont besoin pour se déplacer de demander à leurs enfants de prendre une journée de vacances. C'est compliqué, ça ne peut pas se faire toutes les semaines. Enfin voilà. Donc le fait d'aller vers cette population permet de faire une offre de soins, une offre de prise en charge qui est salvatrice, on va dire, hein. Bien sûr. Et alors, il y a aussi l'autre raisonnement derrière, c'est que des confrères qui partent en retraite, et là c'est le cas pour le coup à La Flèche, une autre ville de mon département, eh bien on a préparé le départ en retraite du confrère pour le transformer sa structure en poste avancé d'ophtalmo. Et c'est une démarche qu'on a faite depuis 2 ou 3 ans, en lui disant vas-y, tu peux engager des orthoptistes pour faciliter ton activité. Et ne t'inquiète pas, quand tu vas partir en retraite, on va reprendre la structure, les orthoptistes, les secrétaires, le matériel, et on va le transformer en poste avancé. Ce qui est bien que là aussi, ça évite une rupture de prise en charge dans ces zones-là. C'est ça. Donc accompagnement du médecin qui part en retraite et Oui. observation du lieu d'examen, quoi. Et ça a été la même chose d'ailleurs à Nogent-le-Rotrou. En fait, là, c'est une démarche un peu différente. C'est les anesthésistes de l'hôpital de Nogent-le-Rotrou qui, sachant que 2 de leurs ophtalmos qui opéraient chez eux allaient partir en retraite, sont venus nous voir
en disant, ben nous, on serait intéressé par votre idée de poste avancé. Est-ce que vous ne voudriez pas le construire avec nous ici, à Nogent, donc à 70 km de notre poste principal, hein, c'est donc pas rien. C'est un projet aussi qui a demandé pas mal d'énergie, qui a dû mettre 1 an et demi à peu près à voir le jour. Mais ça a marché avec une coopération donc entre l'hôpital, Oftamen, notre groupe privé, et puis la communauté de communes. Donc l'hôpital a mis à disposition ses blocs et grâce aux cataractes amenées par les ophtalmos a permis la pérennité du bloc parce que sinon le bloc allait fermer. A proposé à mes associés un contrat assez favorable en ce sens qu'ils sont payés à la cataracte, ils sont payés à l'acte. Oui, et donc les patients ne payent rien, ils vont se faire opérer dans l'hôpital local, ne payent rien. La communauté de communes a acheté un local, l'a rénové, a acheté le matériel et on rembourse nous chaque mois, ce qui était intéressant parce qu'on était au maximum des capacités d'emprunt. Donc là pour le coup, il n'y a pas eu de discussion. Enfin, la communauté de communes a fait tout ce qu'elle a pu pour nous faire venir. Et donc c'est un centre qui marche extrêmement bien. Et donc on a une très grande expérience en téléexpertise. Ah oui. Très grande expérience. Grande expertise en téléexpertise, très bien. Du coup, ça, c'est un peu connexe comme sujet. J'aimerais parler avec vous du fait que vous avez été pionnier du travail aidé, hein, il y a de ça plusieurs années. Mais mine de rien, la mise en avant des orthoptistes, finalement, a entraîné, in fine, je ne sais pas si c'est ce que vous avez prévu ou pas, a entraîné un transfert de la primo-prescription désormais de l'ophtalmo aux orthoptistes. Alors, ce n'est pas encore totalement sur les rails, mais les décrets vont sortir. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose que les orthoptistes prescrivent, alors même si c'est cadré hein, en termes d'âge, est-ce que c'est une bonne chose, finalement, que les ophtalmos aient perdu totalement ou partiellement ce pouvoir-là ou pas? Alors là, vous me résumez en une phrase 20 ans d'évolution. Alors, il faut se replacer dans les années 2000. Dans les années 2000, on avait fait des projections qui disaient qu'on allait être en pénurie. Ça, c'était clair. C'était écouté par personne. Ni la Caisse, ni le ministère, ni personne n'y croyait. Et donc, on s'était dit à l'époque, il faut que nous, on s'organise. En fait, fondamentalement, les ophtalmos avaient une trouille énorme des optométristes anglo-saxons. Oui. Voilà, c'était ça le point de départ. Donc, on s'est dit, si on ne fait rien, eh bien, les autorités vont valider les optométristes. Et on ne voulait pas cette situation pour la raison qu'aux États-Unis, les optométristes et les ophtalmos, et au Canada aussi d'ailleurs, sont constamment en lutte, hein, constamment à chamailler sur les territoires, sur les limites de frontières, etc., etc. Et donc on s'était dit, si on peut organiser les choses et faire en sorte qu'avec les gens à qui on va déléguer, on s'entende bien, ça sera plus sympa. Voilà, ça sera plus sympa. Ça n'a pas été simple parce qu'à l'époque, le syndicat des orthoptistes, le SNAO, était assez opposé aux délégations. D'accord. Ouais, parce que le SNAO voulait pas que voyait les propositions de délégation comme une mise sous tutelle en fait. Hein. Ce qui n'était pas le cas, mais bon, c'était comme ça qu'ils le ressentaient. Donc, malgré tout, lors d'une réunion en 2002, si je me rappelle bien, on leur a fait acter que oui, entre les trois professions qui étaient devant nous, c'est-à-dire les optos, les opticiens et les orthoptistes, eh bien, on était d'accord tous pour travailler ensemble avec les orthoptistes. Les fameux 3 O. Pardon? Les fameux 3 O. Les fameux 3O. Les fameux 3O. Alors, donc, ok, ça c'était une chose. Après, il y avait le problème d'acceptation par le monde ophtalmo de travailler avec des orthoptistes, ce qui n'était pas non plus évident. De leur part aussi, c'était assez déroutant parce que ils avaient pris leur autonomie et ils ne souhaitaient pas rentrer dans les cabinets d'ophtalmo. Enfin bon, je vous fais l'histoire un petit peu condensée. Il y a eu plusieurs décrets de compétences des orthoptistes qui ont étendu justement leurs compétences et qui leur permettaient de faire les choses qu'on souhaitait, nous, dans les cabinets d'ophtalmo ou à côté des cabinets d'ophtalmo. Donc tout ça, c'était une évolution assez favorable. Après, vous savez, c'est toujours ces coopérations interprofessionnelles sur le long terme, c'est toujours assez difficile comment vous dire ça, de savoir où on va aboutir. Bien sûr. D'accord. Parce qu'en pratique, il faut comprendre qu'au ministère de la Santé, il n'y a personne qui y réfléchit profondément en disant, voilà, dans 15 ans, on souhaitera avoir cette forme d'association, cette organisation des soins.
Et puis, chaque profession joue son jeu aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit que les délégations avec les orthoptistes, il fallait que ça soit favorable aux ophtalmos. Moi, je suis ophtalmo, j'étais dans un système syndical, donc la ligne de conduite, c'était on fait des délégations, mais il faut que ça serve aux ophtalmos. Et pour que ça marche, il faut que ça serve aussi aux orthoptistes, mais c'est moins mon souci, on va dire. Ok. Enfin, mon souci, c'est que fondamentalement, les ophtalmos, ils trouvent leur compte. Mais les orthoptistes, évidemment, ont pris de l'ampleur. Alors, pour arriver jusqu'à la conclusion de votre phrase, personnellement, je ne trouve pas ça forcément très positif qu'ils aient une autonomie de prescription. Je ne l'aurais pas souhaité, mais après, ils ont joué leur jeu. Voilà. Ils ont joué leur jeu auprès des autorités, etc. Ils ont obtenu ça. Il faut faire avec. Il faut l'accepter, l'intégrer dans l'offre de soins, dans les coopérations. Enfin, voilà, c'est comme ça. D'accord. Parce que peut-être qu'en même temps, le fait de confier la primo-prescription aux orthoptistes, ça peut peut-être éviter un moindre mal qui aurait été la primo-prescription aux opticiens. Oui, mais aujourd'hui, on n'était plus du tout dans cette configuration. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas les opticiens de jouer leur propre jeu aussi. Hein, c'est clair. Hein. D'ailleurs, en fait, les opticiens ont le droit de renouveler des ordonnances depuis assez longtemps. Hein, voilà. Euh, ce qui peut poser problème de l'extérieur, c'est qu'on ne construit pas quelque chose d'absolument cohérent. Je pourrais vous citer plusieurs anomalies. Par exemple, les orthoptistes, on leur donne la primo-prescription. Par contre, on ne contrôle pas le fond d'œil. Et or, on va peut-être parler après du RNO que j'avais mis en place. Dans le RNO, justement, sur la tranche d'âge 6-50 ans de personnes qui présentent aucune anomalie, on sait très bien qu'il y a 1,5% des patients qu'on rappelle parce qu'on a trouvé quelque chose. Okay. Donc, aujourd'hui, on fait l'impasse là-dessus. Voilà. Bon, mais c'est absolument certain pour moi que dans quelques années, eh bien, on complétera le dispositif pour resécuriser les choses. Mais c'est pas monté de façon cohérente, c'est monté parce qu'il y a des acteurs qui font de lobbying auprès des autorités pour avoir ceci, avoir cela, etc. Donc, c'est un système un peu chaotique dans sa construction, mais je dirais que on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se passe en pratique. En tout cas, une première étape. Très bien. Donc du coup, je continue sur votre CV. Vous avez été créateur et donc modérateur de Liste SNOF, Liste Off, je crois maintenant. Ancien président du SNOF, du syndicat des ophtalmos, secrétaire général du CNPO, et donc, comme vous le disiez, créateur du RNO, de la journée des secrétaires, créateur de NOSO, qui permet l'obtention d'un label ISO 9001, une certification. Et puis, plus récemment, vous êtes fondateur en 2021, je crois, de l'association Unono Uematsu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette réalisation à Mayotte? Alors, juste, je voudrais citer Nozo. Je vais parler de Mayotte, bien sûr, mais Nozo, c'est sympa parce que c'est dans les années 2005. On a fait une démarche de qualité. Alors, c'est surtout philosophique, la qualité. C'est-à-dire comment je gère mon travail, comment je contrôle, comment je m'améliore, etc. Et donc, à l'époque, d'ailleurs, on avait eu jusqu'à 3000 ophtalmos inscrits dans cette démarche-là. C'était intéressant. Bon, je dois dire que les autorités s'en sont absolument pas souciées, n'ont pas soutenu cette démarche. Et pourtant, fondamentalement, c'est très positif au niveau professionnel que les gens intègrent une démarche qualité plutôt qu'on leur dise faut faire ci, il faut faire ça, on vérifie que, je sais pas quoi, les dossiers soient complets de l'extérieur. Alors que si la démarche est intégrée à la pratique professionnelle, dans la philosophie de travail, c'est beaucoup plus productif parce que c'est motivé par une envie de bien faire et puis des contrôles. Enfin voilà, vous connaissez un peu le principe de démarche qualité. Donc, bon, j'en suis assez fier de cette réalisation de Nozo, qui continue d'ailleurs, et sans moi depuis plusieurs années, puisque j'ai dû, pour des raisons de conflit d'intérêts, quitter la structure. Alors, pour parler de Mayotte. Mayotte, c'est une aventure passionnante. C'est une aventure passionnante parce que c'est un territoire sur lequel il y avait 5 opticiens, pas d'ophtalmo, pas d'orthoptiste disponible, il y avait une orthoptiste libérale, et puis 300 000 habitants en face qui ne sont pas pris en charge. Voyez. Donc, j'ai fait une offre à la directrice de l'ARS, qui était Madame Voinet,
parce que j'avais eu cette expérience des postes avancés. Je connaissais déjà bien le fonctionnement des postes avancés. La difficulté à Mayotte, c'était, j'avais proposé qu'on fasse des postes avancés, ce qu'on a fait. La grosse difficulté, c'est qu'on ne pouvait pas s'y rendre toutes les semaines. C'était une marche supplémentaire. L'autre difficulté, c'est qu'il n'y avait plus d'ophtalmo au centre hospitalier, donc on n'avait pas de deuxième recours. Donc, il fallait construire un système, soit à partir du deuxième recours qu'on aurait créé, soit à partir du premier recours qu'on a créé. Enfin, c'est compliqué de refaire démarrer un système ex nihilo. Et sans oublier le dépistage, parce qu'en fait, c'était ça qui m'avait motivé. J'avais lu un article, je ne sais plus dans quelle revue, qui disait que les enfants de Mayotte avaient beaucoup moins de lunettes que les enfants de métropole. Or, on sait très bien, sur une tranche d'âge, c'est qu'il y a à peu près 20% des enfants qui ont besoin de lunettes. Voilà, c'est comme ça, c'est dans le monde entier. Donc, il n'y avait pas de raison qu'à Mayotte, il n'ait pas ce besoin-là. Donc, forcément, qu'il y avait des enfants qui avaient des amblyopie, des enfants qui n'étaient pas corrigés, qui suivaient mal à l'école. Enfin, il y avait tous ces problèmes-là. Donc, lors de mon expérience en poste avancé, donc j'avais proposé à Mano Brenet de faire la même chose à Mayotte, un petit peu plus élaboré puisqu'il y avait des contraintes de distance, etc. Et donc ça, c'était en fin 2020 parce qu'on était en pleine crise Covid. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu partir tout à fait comme je voulais. J'ai dû attendre la fin de l'année. Et Madame Brenet a dit oui, ça lui semblait une bonne idée. Et en plus de ça, elle avait le financement possible, ce qui est finalement extrêmement rare d'avoir des projets avec une autorité qui dise oui et qui dise en plus j'ai les sous. Donc ça se produit jamais. Donc là, pour le coup, on a foncé. Et donc, un an après, on a ouvert le premier centre à Bandrélé, dans le sud de Mayotte. Alors c'était quand même, c'est assez compliqué malgré tout, parce qu'il a fallu recruter des infirmières là-bas, les faire venir au Mans, les former à toutes les étapes de l'examen ophtalmo, et puis les faire repartir là-bas, faire arriver le matériel avec toutes les contraintes de transport maritime, c'est-à-dire que vous croyez que votre matériel est arrivé, mais non, il est bloqué dans un port africain, il faut... Bon, et voilà, vraiment. Donc en octobre, on a commencé à travailler en téléconsultation. Et puis parallèlement, on a travaillé avec le professeur Brézin à redémarrer le service d'ophtalmo. On y est presque parvenu, c'est pas encore tout à fait ça. Et dans le service d'ophtalmo, l'idée c'est d'avoir un assistant en temps partagé avec Cochin. Et donc on a monté une fédération interhospitalière, enfin on a monté l'hôpital de Mayotte et la PHP montent une fédération interhospitalière qui permettra à un assistant d'être constamment dans le service d'ophtalmo. En attendant, on est en train de monter un poste de télémédecine avec une de nos infirmières dans le service d'ophtalmo, de telle sorte de pouvoir faire face au moins aux demandes de fondu de l'hôpital, aux urgentistes aussi. J'oublie de dire qu'avec les urgentistes, quand ils n'ont pas d'ophtalmo sur place, en fait, ils nous contactent par un système qui s'appelle OmniDoc, que vous connaissez peut-être. Et donc, ils font une observation, ils prennent 2-3 photos au smartphone et ils demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Et souvent, c'est quand même un peu court pour nous, ophtalmo. Et donc, on était obligé de les envoyer dans notre premier centre. Mais il faut se rendre compte que les déplacements à Mayotte sont quand même assez compliqués. Et donc, c'est difficile, quoi. Donc, puis c'est pas logique. Donc là, on a commencé à démarrer vraiment bien la téléconsultation dans le service d'ophtalmo, si bien que les urgences, quand ils ont besoin d'un avis, ils envoient dans le service d'ophtalmo. Notre infirmière a fait des examens, les mêmes examens qu'elle fait dans nos centres, et puis on analyse les choses et on dit la conduite est tenue. Sans oublier que quand même, pour moi qui ai été libéral pendant 35 ans, je rencontre des pathologies que je ne voyais pas en libéral. Et notamment la grosse traumatologie, ça part à l'hôpital, moi ça fait des années que j'en ai pas vu. Les pathologies qui sont quand même beaucoup plus lourdes, il y a des tuberculoses, il y a des diabètes décompensés, enfin bon, c'est une pathologie à laquelle je n'étais plus du tout soumis. Donc on a des experts qui nous aident tout à fait gentiment et tout à fait bénévolement. On leur soumet les dossiers, ils nous répondent rapidement, et notamment le professeur Bourges. J'ai eu un dossier ce matin sur un abcès de cornée. Bon, et voilà, il me répond. Parce que moi, des abcès de cornée très importants, en fait, ils sont hospitalisés. Je ne les voyais pas. Voilà. Donc, c'est quelque chose de passionnant. C'est compliqué quand même de faire de la télémédecine. On essaye tous les jours de pousser les limites. C'est-à-dire, voilà, de quoi j'ai besoin pour faire le diagnostic. Et donc, en fait, le point central, c'est quand même la lampe à fente. Oui.
Alors la lampe à fente, on peut voir l'examen en vidéo, on peut voir en photo, mais il faut que l'infirmière qui est derrière la lampe à fente, elle sache ce qu'on cherche. Bien sûr. Donc on a tout un programme de formation continue toutes les semaines, plus des sessions, enfin voilà, en deux mots. Vous pourrez me faire parler plusieurs heures sur ce dossier-là. On va dépasser le temps imparti. Parce que j'imagine que on voit que désormais, on peut en chirurgie faire des opérations à distance avec des robots. Est-ce qu'il n'est pas envisageable qu'un jour, vous puissiez manipuler les lampes à fente à distance? Mais oui, oui, alors oui, tout est possible dans l'avenir, d'accord? Tout est possible. Euh, on a aujourd'hui, quand on doit travailler, il faut qu'on ait des solutions qui marchent, d'accord? Donc, on est très concret. C'est-à-dire, oui, j'espère bien peut-être qu'un jour, je pourrai manipuler la lampe à fente. Aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, c'est l'infirmière qui me sert de main, d'oreille, de yeux pour dire, voilà. Alors, on les forme. Il faut qu'elle sache ce qu'on cherche, en fait. C'est ça l'histoire. Euh, Là, juste avant qu'on commence l'interview, j'ai une infirmière donc, à l'hôpital de Mayotte. Je lui ai redemandé sur un œil qui est trop traumatisé, je lui ai demandé de refaire des clichés à lampe à fente, comme ci, comme ça, pour savoir comment était bien la chambre antérieure. Donc voilà, on est dans le concret. Et puis après, effectivement, tout est possible dans l'avenir, automatique, avec un robot qui dit ce qu'il faut faire. Enfin, je sais pas. D'accord, ok. En tout cas, des améliorations à venir, très certainement. Même si déjà, vous avez dû soulager beaucoup cette population-là, finalement. Alors en fait, oui, et puis le problème, c'est que nos centres sont saturés. Forcément, puisque, je sais pas, sur 300 000 habitants, il faudrait peut-être 15-20 ophtalmos, voilà, à la louche, comme ça. Donc, nous, on a deux centres, enfin, même trois maintenant avec l'hôpital, on va dire. Plus Onakia, c'est une association qui a un centre à Mamoudzou, dans la ville principale, mais on ne fait pas face, hein. Et alors, ce qui est assez, comment dire, déroutant, en fait, c'est de constater que quand on n'est pas là, avant qu'on soit là, les gens, ils devenaient aveugles, en résumé. Hein. En fait, il y a quand même deux populations différentes. Il y a des gens qui ont les moyens, qui peuvent partir à La Réunion ou en métropole. Il y a beaucoup de Mahorais qui ont de la famille en métropole, donc ils viennent régulièrement en métropole, ils se font soigner. Mais la grande partie de la population, elle n'a pas cette possibilité-là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur coin, les pathologies s'aggravent et ils deviennent aveugles. Ouais. Et c'est en France. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est complètement. Ah, c'est en France. Donc, alors moi je suis pas tout seul, hein, je suis entouré de 6 ophtalmos, plus nos experts. Donc, voilà, on fait une bonne équipe pour essayer de répondre aux besoins de la population. Très bien, bravo. Je reviens très rapidement, puisque vous savez que je suis passé très vite sur Nozo, vous l'avez expliqué. C'est que moi, en tant que responsable de centre, il y a de ça des années maintenant, nous avions adhéré à cette certification. Et c'est vrai que pour les ophtalmos qui nous regarderaient, qui ne connaissent pas, c'est vrai que ça donne un cadre extrêmement rigoureux, certes. Donc, il faut à peu près 1 à 2 ans pour pouvoir rentrer vraiment dans tous les critères de Nozo. Mais ça crée du coup une démarche qui permet d'arriver sur tous les points, que ce soit RH, management, qualité, d'Astri, etc., de faire en sorte de se mettre à niveau des meilleurs centres grâce à ce partage de connaissances, et ce qui fait que on gagne un temps énorme parce qu'on n'a pas besoin d'expérimenter chaque chose, de dire tiens, je vais le faire comment, je vais le faire comme. Là, on prend la démarche, et en plus, Ilena qui gère, qui aide Nozo à dispenser notamment des formations, elle le fait très bien. Et du coup, un stage de 3 jours sur Paris. En plus, accompagner d'autres personnes dans le même état, en fait, on va dire, d'avancement, ça permet vraiment des échanges extrêmement profitables. Merci pour ça. On a vu fondre les délais de rendez-vous en ophtalmo. A priori, maintenant, on est autour des 26 jours. Évidemment, avec une grande disparité entre les grandes villes où on va avoir des fois la capacité d'être vu dans la journée, et encore en province, moi je vois encore régulièrement des délais à 6-8 mois. Donc du coup, sur un délai moyen de 26 jours, on l'a dit. Pensez-vous que ça puisse encore baisser dans les années qui viennent? Dans quel délai vous dites? Là, pour l'instant, on est à 26 jours. Dans les années qui viennent, est-ce que vous pensez à baisser, ou est-ce qu'on est sur un plateau? Alors, oui, ça va baisser. Moi, si j'écoute le président du SNOF, Thierry Bourg, il nous prédit une réduction petit à petit des délais par l'arrivée des nouveaux ophtalmos, donc c'est une bonne chose. Malgré tout, il y a encore une pression, hein, il y a encore une demande des patients qui n'est pas satisfaite.
Donc, on a toujours dit qu'il n'y aurait pas qu'une seule solution sur les délais. Et on voit bien sur les 20 ans qu'il y a eu plusieurs aménagements qui ont permis de prendre en charge les patients hors ophtalmo. Tant que les délais ne seront pas absolument raisonnables partout en France, eh bien, il continuera à avoir cette pression, notamment des professions qui nous entourent, sur la prise en charge. Et c'est évident que après 20 ans, on sera dans une situation tout à fait différente de ce qu'on a connu au début, en l'an 2000. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de délai, mais ça ne sera pas avec les solutions de l'an 2000. C'est-à-dire une solution tout ophtalmo. Ça ne sera pas avec une solution tout ophtalmo. Okay, parce que les choses ont changé et ont évolué et vont continuer à évoluer. Donc, on va avoir des postes avancés, qui sont... Parce que le problème des délais, c'est que les ophtalmos aujourd'hui, et puis notre ami Étienne Gardéa l'a bien dit l'autre jour, c'est surtout dans les métropoles. C'est-à-dire que c'est la logique de construction des cabinets d'ophtalmo, c'est dans les métropoles, d'être regroupés, d'avoir beaucoup de matériel qui coûte très cher, et on ne peut pas le disperser dans les postes avancés. Donc, il faut des postes avancés en périphérie, des cabines. Alors, moi, je ne suis pas trop là-dessus, mais on peut en discuter. C'est un sujet intéressant, cabine ou postes avancés. Je suis plutôt, moi, sur des consultations aidées, sur la téléexpertise, avec quelqu'un qui sait bien prendre des examens, voire de la téléconsultation, mais avec des patients qui sont préparés. Parce qu'on a quand même une spécificité en ophtalmo, c'est qu'on ne peut pas faire les diagnostics grâce à l'interrogatoire. En médecine générale, j'ai retenu que 70% des diagnostics pouvaient être faits sur l'interrogatoire. Alors nous, on est à quasiment zéro. On est quasiment zéro. Donc, on a besoin des examens, et pour que les examens soient bien faits, il faut quelqu'un qui soit derrière la machine. Mais je ne suis pas en train de démolir les cabines, je suis ouvert à toute discussion, puis voir comment ça marche. Mais c'est plutôt mon idée est plutôt celle de poste avancé. Après, évidemment, l'arrivée de nouveaux ophtalmos, mais je dirais qu'il ne faut pas trop de nouveaux ophtalmos, parce que la situation va être quand même très différente de ce qu'on a connu avant. C'est-à-dire que l'ophtalmo qui arrive aujourd'hui et qui s'installe, il ne va pas du tout faire le même métier qu'il y a 20 ou 30 ans. On est d'accord là-dessus. Il va être entouré avec des assistants, des orthoptistes, les opticiens renouvellent des ordonnances, enfin bon, la situation est complètement différente. Et donc, il faut trouver un point d'équilibre, finalement. L'équilibre, il va se trouver tout seul, parce que personne n'est là pour le régler. C'est C'est ça l'histoire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand penseur au ministère, dans un placard, qui réfléchit comment ça va être dans un temps. Non, ça va se faire comme ça. Avec le risque, et c'est d'ailleurs aussi ce qui peut se produire pour les orthoptistes, vous savez, aujourd'hui on a une tension sur les orthoptistes, c'est-à-dire que quand on veut recruter un orthoptiste, on n'y arrive pas, les salaires ont augmenté, tant mieux pour eux, mais donc il y a des formations qui se sont mises en route, et il va y avoir beaucoup plus d'orthoptistes formés dans les années qui viennent. Il arrivera un moment où il y aura trop d'orthoptistes. Donc mécaniquement, les salaires vont baisser. Mécaniquement. Et puis, en ophtalmo, il est à craindre aussi. C'est-à-dire que l'ophtalmo qui va s'installer aujourd'hui, logiquement, il ne doit pas faire de lunettes. C'est plus son boulot, les lunettes. En tout cas, il ne peut pas baser son chiffre d'affaires sur la lunette qui risque de dépérir au fil du temps. Oui, tout à fait. Et puis, fondamentalement, quelqu'un d'autre sait le faire aussi bien que lui. C'est ça, exactement. Donc du coup, il va devoir se reconcentrer sur la chirurgie qui est à la base son métier. Alors, il n'y a pas que la chirurgie, il y a la médecine ophtalmo. Par exemple, le glaucome, par exemple, c'est vraiment typiquement une pathologie fondamentalement médicale, enfin, qui peut devenir chirurgicale, mais médicale. Donc, il y a besoin d'une expertise ophtalmo là-dessus. Et ça n'a pas de sens qu'ils fassent des lunettes alors qu'il y a une demande de prise en charge de patients. C'est ça, donc du coup, de la chirurgie, de la pathologie. Oui. Et donc du coup, si on regarde bien et qu'on prend un peu de recul, on est quasiment sur un système à l'américaine, sauf que l'opto est remplacé par l'ortho. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on avait dit dans les années 2000. Nous, on veut comme opto l'orthoptiste. Bon, après, on a été un peu débordés parce que, je vous le redis, tant mieux pour les orthoptistes, mais je n'aurais pas pensé qu'on arriverait jusqu'à l'autonomie de prescription. Mais bon, ça ne va pas bouleverser grand-chose en pratique. Parce que ça ne va pas bouleverser grand-chose. Pourquoi? Parce que les orthoptistes sont issus du même moule. C'était ça aussi le problème des optos. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des écoles pour optométristes et des écoles pour ophtalmo. Ce n'est pas du tout les mêmes cursus.
Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas du tout la même culture. Et en plus, ça, les optos peuvent vendre des lunettes, enfin voilà. Donc, c'est deux professions extrêmement différentes. Et ça, c'est ancien, c'est déjà du 19e siècle, hein. À l'arrivée des optos aux États-Unis, ça a été scindé comme ça. Donc, c'est ça qu'on voulait éviter surtout. Bon, aujourd'hui, enfin, chez nous, les orthoptistes sont formés dans les services ophtalmo, donc ils côtoient les internes, enfin, ils ont la même culture médicale que nous. Donc, c'est extrêmement favorable. Alors, bien sûr, il y aura des frictions interprofessionnelles, mais fondamentalement, les gens s'entendent bien, parlent le même langage, ont la même vision des choses, ne sont pas commerçants, enfin voilà, et il y a tout pour plaire. Surtout qu'il nous reste du temps, puisque on voit que actuellement, on a déjà du mal à trouver des orthoptistes pour faire de travail aidé. Donc on voit que techniquement, parfois les orthoptistes ont plus de délais que l'ophtalmo. Donc ce qui veut dire Oui. qu'elles, Ah oui. en plus, si elles doivent s'équiper avec un box de consultation, etc., avec les machines, et le coût que ça va engendrer, on n'est pas certain que finalement, même encore d'ici 2, 3, 4, 5 ans, il y ait énormément d'ordonnances de lunettes qui soient faites par les orthoptistes. Oui, oui, c'est possible. Oui, oui, tout à fait. Et donc, du coup, si on se projette beaucoup plus loin encore, alors ça, on fait de la prospective, hein, à 20 ans, par exemple, donc du coup, on sait que finalement, le nombre d'ophtalmos va augmenter, le nombre d'orthoptistes va augmenter, on n'aura pas de difficulté, donc du coup, le travail aidé sera encore plus complet, etc. Et puis de là, on vient rajouter dans la matrice une composante intelligence artificielle. Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous avez une idée qui se dessine, vous qui avez une grande expérience, du coup, maintenant un grand recul sur la profession? Est-ce que vous voyez des choses différentes de ce Alors, que je présente? je crois qu'à 20 ans, personne ne peut voir. On est myope. D'accord, on est myope. Non, mais c'est clair. Alors, à 10 ans, je pense que la réorganisation va être assez profonde, et notamment aussi à cause ou grâce à l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, on a dit que ce qui manquait aux orthoptistes dans leur autonomie de prescription, c'était par exemple la photo du fond d'œil ou l'analyse du fond d'œil. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de le faire. Il nous manque juste, je veux dire, l'offre commerciale, mais scientifiquement, elle sait le faire. Dès que l'offre commerciale va être disponible, ils vont y souscrire. C'est la logique des choses. OK? Donc, je vois forcément un morcellement, c'est ce que j'ai dit aux ophtalmos depuis longtemps. On a perdu, les ophtalmos ont perdu, mais c'est pas forcément triste, mais voilà, c'est comme ça, on a perdu l'exclusivité du premier recours. Il y a deux autres professions autour de la nôtre qui vont faire du premier recours, les orthoptistes et les opticiens, puisque en pratique, quand on renouvelle les lunettes, c'était avant la porte d'entrée chez ophtalmo, et ça va faire que d'augmenter en autonomie et en qualité, et grâce notamment à l'intelligence artificielle. Donc moi, ce que je vois, c'est que l'ophtalmo qui arrive maintenant, qui rentre dans la profession, il va devoir penser une organisation territoriale avec une structure assez forte dans laquelle il va rentrer, qui permet de prendre en charge les différents types de patients, mais aussi à la périphérie de cette structure, des intervenants qui font du premier recours, que ce soit des opticiens ou des orthoptistes surtout. Et ce que je pense, c'est que les orthoptistes vont adresser des pathologies à l'ophtalmo, mais avec le diagnostic. Oui, c'est ça. Je raconte une petite anecdote. Donc, mes infirmières à Mayotte, elles ont eu 3 mois de formation. On ne peut pas dire qu'elles ont eu 3 ans, elles ont eu 3 mois. Hein, OK? Et elles font des examens tous les jours. Peut-être 2 mois après qu'on ait commencé à Mayotte, il y a une infirmière qui me dit qu'est-ce qu'on fait avec le trou maculaire? Elle ne m'a pas dit qu'est-ce qu'on fait avec le patient. Elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à l'OCT, les trous maculaires, maintenant, c'est quand même assez facile à reconnaître. On est d'accord. Donc, l'intelligence artificielle par-dessus va faciliter beaucoup les diagnostics. Donc, il n'y a pas de raison qu'un orthoptiste ne dise pas à un ophtalmo, écoutez, voilà, j'ai un trou maculaire, j'ai, je ne sais pas quoi, une membrane, je vous l'adresse. Donc, ça veut dire aussi que le rôle de l'ophtalmo dans le futur, c'est plus tellement le dépistage, ou même à la limite plus tellement le diagnostic, c'est la prise en charge. C'est les rôles d'ophtalmo, on dirait, ben oui, tu peux me le faire venir dans mon centre, on a l'un de nous qui sait gérer ça, voilà, enfin le circuit va être comme ça.
Donc ça mélange un peu, enfin ça rebat beaucoup les cartes pour le coup, hein. C'est plus du tout le même métier. Il faut le penser différemment. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Écoutez, on va arriver au bout. Ma dernière question, vous rencontrez un jeune, un interne ou quelqu'un qui sort de son clinica, il veut s'installer. Quel est le conseil que vous allez lui donner dans l'immédiat? Alors, paradoxalement, on a beaucoup de mal à joindre les jeunes ophtalmos. Et c'est un vrai sujet. Parce qu'effectivement, il y a des idées à transmettre. C'est-à-dire que le métier, je ne sais pas quel métier tu as appris à l'hôpital, tu pas aller opérer, etc. Mais comment tu vas alimenter ce savoir-faire de chirurgie? Pour le coup, je pense que le meilleur système dans lequel ils puissent rentrer, c'est un cabinet de groupe déjà structuré, avec des postes avancés. D'accord. Je vois mes jeunes associés, ils ont une activité chirurgicale qu'on aurait connue il y a 20 ans par quelqu'un en fin de carrière, en résumé. Mais finalement, les postes avancés, outre le service qu'ils rendent à la population, ils arrivent à drainer beaucoup de pathologies médicales et beaucoup de pathologies chirurgicales sur le centre principal. Voilà. Et donc, si j'avais un conseil à lui donner, c'est de faire un peu le tour des structures et puis de pas penser que son métier, c'est celui de l'an 2000. C'est un métier complètement différent et ça implique quand même pas mal de choses. Bon. Et puis je sais que vous allez être là pour le conseiller aussi. C'est ça, c'est Bon, l'objectif. l'objectif, de lui conseiller, voilà, de voir son activité d'une façon moderne. Et mon idée aussi, c'est que les ophtalmos de demain vont devoir monter des partenariats avec les autres professions dans un territoire. En fait, il ne faut plus penser patientèle, il faut penser territoire. Ça, c'est le grand mot à la mode, comme vous le savez. Mais donc, dans votre territoire, vous aurez des relations avec les opticiens, avec les orthoptistes, peut-être même vous occuper du dépistage les uns ou les autres, mais il faudra que le dépistage arrive chez vous, hein, voilà. Et puis faire des formations ensemble, etc. Mais surtout un partenariat. Et c'est là où ça va être difficile parce que les professions qui sont en autonomie dans votre territoire, ils pourront contractualiser avec les uns ou avec les autres. Et une notion de concurrence. Il y aura forcément une notion de concurrence, hein. Et sans compter aussi que les hôpitaux jouent beaucoup aussi maintenant sur les postes avancés. Bien sûr. D'accord? Donc les hôpitaux viennent concurrencer finalement les libéraux sur leur propre territoire. Et ça, c'est un élément extrêmement important dans l'équation. Voilà. Donc, faut pas finir sur des menaces, il faut finir sur des choses très positives. Ça restera un métier passionnant qui sera peut-être plus centré sur la pathologie et la chirurgie, beaucoup moins sur la correction optique, hein. Moi, quand j'ai commencé dans les années 86, je suis allé aux réunions du syndicat et on répétait avec force, on a les trois compétences, optique, chirurgie et médecine. Voilà. Maintenant, forcément que l'optique, elle est un petit peu délaissée par la force des choses, mais il reste encore beaucoup de choses à faire en pathologie et puis en chirurgie. Très bien. Mais écoutez, merci docteur, ça a été un vrai plaisir, j'ai appris énormément de choses. J'espère que nos auditeurs aussi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci, au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Pour moi, ça a été un véritable plaisir de recevoir le docteur Rottier. Son apport dans l'organisation de l'ophtalmologie est simplement phénoménal. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous souhaiteriez que je modifie dans les commentaires. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.